Accueil, merci. Non, on rigolait parce qu'en arrivant au Mazarin, Florent me disait il a été conçu tout près d'ici, dans la rue en fait. Dans un appartement. Hein. Dans un appartement. Mais c'était dans la rue La Roque, donc voilà. Un enfant du Mazarin. Ça siffle un peu, non? Ouais, Ouais. Je vais me décaler. Je disais tout à l'heure que c'était un peu une prolongation, un prolongement de ton film de fiction. À quel moment tu l'as envisagé ce film par rapport à 3 nuits par semaine? 3 nuits par semaine est sorti en novembre 2022 et j'ai eu l'idée en février 23. Donc peut-être que j'ai du mal à rester sans idée de film. Et en février 23, on était en tournée avec le producteur. On était je sais plus où, en Bretagne. Et je savais plus comment j'allais continuer de porter les soirées à Bibi. Ça faisait 2 ans que je faisais le cabaret et j'arrivais à une forme de fatigue aussi, puisqu'il faut porter le cabaret mensuellement. Et donc, ne sachant pas quelle formule allait prendre le cabaret l'année suivante, je lui ai dit, mais il faut garder une trace de ce qui se passe là-bas, qui est rare. Et il m'a dit, ok, allons-y. Donc, en juillet, donc à peine 4 mois après, on filmait, 5 mois après, on filmait. Et autre chose qui est fantastique, c'est qu'on retrouve une partie des protagonistes de 3 nuits par semaine. Ah ouais. Sarah Forever notamment. Bah, quasi tous, parce Quasi que tous. Sarah, si vous avez vu le film, elle est dans le jury du concours, à un moment donné, à côté de la grande dame. C'est une figurante, mais c'était déjà ma copine. Ruby, elle a une scène avec Cookie, à un moment donné, on arrache la robe de Cookie dans un show, et c'est Ruby. Tuna n'était pas là, et Chiara, c'est un des personnages principaux de 3 nuits par semaine, elle est dans la tournée, donc elle a carrément un rôle. Chiara, Mathias Jamin au Nippo, il est dans tous mes films, même mes courts-métrages, parfois pas en drague. Et je parlais de Sarah Forever, elle a un moment alors je ne sais plus la phrase exacte dans le film, mais elle te dit toi tu dissocies Javel, Bibi et Florent, et elle dit mais non, mais c'est la même personne, c'est un tout, c'est ça, je sais pas comment. Et ça a l'air de te. C'est une chose que tu ne conçois pas. Ouais. Comment. Au moment où je fais le film, je comprends pas encore que, comme le dit Ruby, Ruby dit je vois avec les mêmes yeux, je suis la même personne. Sarah dit on pourrait m'appeler Mathieu, en Sarah ce serait pareil. Je comprends pas à ce moment-là que en effet nous sommes les mêmes, qu'on soit en drague ou pas. Et je conçois beaucoup mon drague comme un personnage parce que je viens du théâtre et que je l'aborde plus, voilà, comme ça. Et le film en fait m'aide au moment où je le fais à réaligner de ce que je crois être deux vies. Et je comprends que c'est qu'une seule vie. Et en effet, le jour où on a cette discussion avec Sarah dans le parc et que je comprends rien à ce qu'elle me dit, elle ouvre en fait une perspective nouvelle qui, au final, est celle de ce film. Et c'est mon monteur, donc quelques mois après, devant les images, qui me dit mais tu as un désir d'unité, tu supportes pas que les choses soient pas ensemble, quoi, mises en rapport. Et donc, il comprend avant moi, en voyant les images, que c'est ça qu'on va faire. Et qu'en fait, on va m'aider à mieux appréhender mon alter ego. Et en effet, le film a changé ma vision du drag. Puis quand je filme Tuna, je ne m'attends pas du tout à ce qu'elle me dise. Pour moi, le drag est un concept. Il n'y a même pas besoin que je sois là pour que Tuna soit là. Quand elle parle de la liste de tâches qu'on pourrait signer pour performer Tuna, là c'est carrément extrême, c'est encore une autre approche. Donc voilà, j'étais aussi surpris joyeusement, agréablement, d'apprendre comment chacune aborde sa pratique. Je vous laisse vite la parole, mais j'avais une dernière question sur ton rôle d'hostesse. Est-ce que ça te convient comme ça d'être la meneuse de revue La Line Renault du drag. Ouais. Humblement. Oui, moi c'est ce que je préfère. Après, ce que je comprends du drag, c'est qu'on aborde tous et toutes notre pratique avec nos imaginaires différemment. Alors ça veut aussi dire que pour certaines, l'imaginaire de la puissance, c'est être sexy. C'est mon cas, Javel avec ses cheveux longs, sa taille fine, etc. Pour d'autres, la puissance, c'est justement être hors du stéréotype, comme Tuna. Et voilà, mon imaginaire, c'est aussi de me dire que Javel, c'est une maison. Et que donc les soirées à Bibi, c'est juste un moment de rendez-vous. Donc oui, être maîtresse de cérémonie, je crois que c'est ce que je préfère encore plus que performer, être une présentatrice, une speakerine de charme. C'est un peu
mon fantasme artistique. Puisqu'il ne Pas s'agit plus que Speakerine quand même. Mais en tout cas, non, mais j'adore, oui, j'adore présenter les Tu autres. chantes très bien. Merci. Bonsoir. Lorsque tu parles avec Sarah au parc, elle aborde un concept, elle parle d'autorisation. Et c'est quoi toi, ton rapport à cette autorisation que tu peux avoir avec Javel? Et est-ce que elle ressurgit par moments dans ton travail de réalisateur à côté, dans d'autres projets, dans d'autres moments de ta vie que sur scène? Merci. C'est un mot crucial qu'elle emploie pour moi. Dans 3 nuits par semaine, il y a un moment où Chiara teint les cheveux de Baptiste, qui est pas du tout familier du milieu drague. Et Baptiste lui dit « mais si ça me va pas ?» Et elle lui répond « bah, on peut s'inventer ». Donc pour moi, elle lui donne une autorisation. Donc avant même ce film, je crois que la question de l'autorisation, elle est déjà présente dans mon travail, en tout cas comme quelque chose de précieux. Je pense que Javel, quand je découvre la pratique drague, ça m'autorise à être un homme qui a une part féminine, visible, artistique. Ça m'autorise à être plus déployé, parce que quand je suis en drague, je me sens libre et ça m'émancipe de plein d'interdits sociaux. Ça me donne le goût d'une subversion très gentille, hein, puisque Javel, elle ne va pas aller brûler des voitures. Mais, donc il y a cette part-là, et puis je pense que comme ça fait 6 ans maintenant que je fais du drag, en effet je m'autorise aussi dans ma vie personnelle à être plus spontané, et puis dans mon travail, je pense que la pratique drag, elle donne une sorte de malice et de joie aussi collective que j'aime bien, oui, injecter même dans les films où il ne s'agit pas de drag. Tu dis que ça fait... Ouais, j'arrive. Tu dis que ça fait 6 ans, mais Javel, elle occupe quelle part dans ta vie? C'est 25%, c'est plus, c'est 10, c'est... 50 au moins. Je pense que on a discuté de ça le mercredi quand on a fait une séance à Paris. On nous a demandé si la part créative, à quel point elle était tout le temps en cours dans nos têtes. Et c'est vrai que on répond la même chose, que la créativité drague, et on y pense tout le temps, on écoute une chanson, on se dit tiens je pourrais performer dessus, on voit un sujet. Je le dis dans le film et c'est très sincère, moi mon analyse, ma thérapie, c'est un sujet, une source intarissable de stand-up. Donc voilà, je performe au moins une fois par mois. J'avais pas prévu d'avoir un deuxième métier, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le drag, c'est mon travail autant que le cinéma. Bonsoir, merci de nous faire rentrer dans votre monde. À l'époque de mes parents, on appelait ça un peu des spectacles de travestis. C'était un petit peu différent. J'ai l'impression que tout ça, ça a évolué. Tout ça va mieux, ça a changé de terme. Est-ce que ça, c'est plus assumé, c'est plus artistique? Qu'est-ce qui a vraiment évolué entre le spectacle de travesti de mes parents et vos spectacles aujourd'hui? Ouais. Bah nous, dans la communauté drague, on respecte beaucoup nos anciennes et nos anciens, c'est-à-dire les grandes heures du cabaret de Pigalle, les spectacles transformistes où on faisait Mylène Farmer ou Céline Dion, ça existe encore. Ce qui a changé, c'est que aujourd'hui, la mode et la pub sont entrées dans les esthétiques drag. Donc quand la pratique drag, elle revient, parce que la scène drag, elle se tarit un peu dans les années 2000, il y a une effervescence dans les années 90, dans les clubs, il y a Let Me Be a Drag Queen, cette chanson que vous avez sans doute vue à la télé dans les années 90-2000. Puis après, ça se calme, et ça revient dans les années 2010, et ça revient nourri donc, de la mode, du côté édito. Et donc, ce qui a changé, c'est plus des esthétiques et donc des goûts. Les cabarets transformistes existent encore et ils ont leur fonction. Et le drag, on est encore des travestis, hein, on se le dit en rigolant, on est des travelottes aussi, mais des travelottes avec un goût pour le chic ou des esthétiques un peu plus sophistiquées que faire Mylène Farmer, mais encore une fois sans jugement de valeur, c'est juste des goûts différents. Ton film aussi a une particularité, c'est son montage. Moi, je l'ai apprécié parce que souvent, dans ce style de film, on a le spectacle qui va arriver à la fin, on a J-10, J-15 avant la performance finale.
Et toi, tu as choisi un montage beaucoup plus tortueux. Ouais. Tu peux nous en parler? Ouais. Ça, c'est une chose qu'on a cherché. On a monté 3 mois avec Louis Richard, qui est le monteur de 3 nuits par semaine. Donc il y avait aussi une continuité dans la collaboration. On a commencé par monter le film de manière chronologique et ça marchait pas du tout parce que on parlait du drag et de ce qu'on allait faire, c'était concret pour nous mais pas pour le public. Donc tout ça devenait très théorique, il y avait de grands discours sur le drag et ça s'incarnait jamais. Donc on monte le film une fois, on se dit ok, ça prend pas. On commence à essayer, à mélanger les séquences et on trouve ce système de coupe. Je crois que c'est d'abord sur Sarah qu'on trouve ça. Un raccord mouvement, donc dans le mouvement où elle lève les pieds en répétition, soudain elle a la queue de sirène et en fait on se rend compte qu'on est libre. Peut-être du coup on est drag aussi dans notre montage, mais on peut faire des va-et-vient dans le temps et qu'on peut explorer les couches de temps. Et le projet du film c'était de me dire, si j'attire notre regard sur le bijou de Tuna, la robe, son maquillage, la musique, parce qu'on a tourné aussi quand elle composait la musique, et bah, quand on verra la perf, on aura la sensation de tous les détails. La différence, c'est juste que plutôt que de le faire chronologiquement, on s'est rendu compte qu'on pouvait attirer le regard du public en faisant les va-et-vient. Et donc après, ça a ouvert des discussions sur les couches de temps. À un moment donné, j'ai beaucoup aimé Virginia Woolf il y a longtemps quand je faisais des études de lettres, et elle décrit beaucoup tout ce qui fait un instant, tout ce qu'il y a dans une minute, un temps suspendu. Et cette idée, elle m'a beaucoup touché, qu'on allait faire la photo d'un moment et rentrer dans la densité de, encore une fois, tout ce qui fait un instant. C'était un peu l'intention derrière ce montage. Donc voilà, des va-et-vient, des flash-forward. Pas très bavard ce soir. Ah si, ça se déclenche, ça se déclenche. Bonsoir, merci beaucoup pour votre film. Avant que vous me disiez que vous ayez fait des études de lettres, je voulais dire qu'on sent une fibre poétique, une densité effectivement dans chaque moment que vous présentez. Et je voulais savoir si, quand vous ne travaillez pas dans les cabarets, est-ce que vous allez en voir aussi? Parce qu'il y en a un que j'ai particulièrement apprécié, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est le LEL à la Chueca à Madrid. Alors il faut y aller. C'est pas tout près. Ah non, mais il est super sympa. Je vous conseille d'y aller parce qu'il y a beaucoup de... Voilà. Merci pour la recommandation. Malheureusement, je ne connais pas ce cabaret parce que je ne connais pas l'Espagne. D'accord. Mais oui, on se soutient beaucoup les uns les autres. Ruby, chaque fois je me tourne comme si elles étaient là. C'est une image. Ruby avait sa soirée, la boîte à bijoux, pendant 2 ans à Paris. D'ailleurs, ça reprend le mois prochain, après 1 an d'interruption. Donc en fait, il y a un truc aussi où on s'épaule les uns les autres en allant se voir mutuellement. Et c'est sûr que ça fait partie de la sensation de faire partie d'une communauté. Puis après, la Flèche d'Or, c'est encore... là, je montre que le cabaret, mais c'est un lieu qui a des événements 3 à 4 fois par semaine. Donc c'est aussi un lieu hyper important, à la fois féministe, LGBTQ+, qui programme des artistes racisés ou minorisés, qui s'engagent pour la Palestine. Donc il y a un lieu aussi très intersectionnel, en plus des activités solidaires que je montre là, les maraudes, les distributions de repas. Et tout ça participe aussi de... Je disais tout à l'heure, la Bibi c'est une maison, mais la Flèche d'Or c'est une maison, voilà. Et on est toutes des éléments qui gravitons dans ce lieu. Et quel est votre autre projet de film? Vous en avez déjà un? Là j'ai un court-métrage sur Arte que vous pouvez voir qui s'appelle Nous les prochains, dans lequel je joue de nouveau, mais donc il y a une petite scène en drague, mais ça parle pas de ça, ça parle de la famille et ça parle de ce qu'il advient d'un corps après sa disparition, donc ça parle des métiers de la mort. Voilà, donc ça c'est mon nouveau film. Merci. Il y a la maman de Florent qui est là. Vous avez quelque chose à... Non? Vous ne pouvez pas me parler? À part que votre fils a été conçu dans la rue. Comme ça tout le monde sait. J'aurais jamais dû te raconter ça. Je pensais pas que ça.
Pardon, maman. Ça viendrait. Hein. Alors tu dis que tu ne connais pas l'Espagne, mais par contre, tu as ton film préféré qui est quand même Tout sur ma mère. Ouais. Tu peux nous en parler un peu? Justement, donc la transition était toute trouvée avec ma maman. Alors oui, Almodovar, moi c'est un réalisateur qui m'inspire beaucoup dans mon travail de réalisateur, parce qu'il y a un goût pour le flamboyant, mais jamais gratuitement. Alors ça s'agit aussi au fil de sa carrière, mais je trouve que dans toutes les époques de sa filmographie, il y a des pépites et des navets, disons-le. Mais non, il est très inspirant pour son écriture des personnages. Peut-être même que j'en parlais déjà pour 3 nuits par semaine, mais il y a un soin pour une attention aux personnages secondaires. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspiré. Et aussi sa faculté de superposer les intrigues. Il n'y a jamais une seule histoire, il y en a 8 toujours dans les films d'Almodovar. Et il y a aussi des va-et-vient. On a revu hier Les Étreintes brisées, des va-et-vient dans le temps, un jeu sur la superposition des époques. Donc je pense que oui, c'est un réalisateur qui m'inspire. Et donc faire Tout sur ma mère, ça c'était pour l'édition Film Fétiche, puisqu'on ne comprend pas forcément, mais donc chaque mois il y a un thème différent. Et ça peut être l'obsession au cinéma, la famille au cinéma. Et pour Film Fétiche, film de chevet, c'est là que j'avais fait Tout sur ma mère, qui était donc mon film favori, qu'il est. Et pour tes autres amis drag, quelles sont leurs références? Est-ce qu'elles ont des chansons en tête, des films, des stars qu'elles vénèrent? Alors bon, je veux évidemment pas parler pour elles, mais je peux dire ce que j'ai compris de ce qu'elles m'ont confié. Ruby, c'est le glam hollywoodien. C'est Rita Hayworth, c'est pour ça qu'elle est rousse. Après, le glam hollywoodien avec un twist, puisque Rita Hayworth n'avait pas du poil au torse. Et donc c'est là que c'est super, c'est qu'elle revisite en s'autorisant toutes les libertés de genre. Mais donc Ruby, c'est aussi la couleur rouge, c'est pour ça. Et puis Van the Nail, c'était un peu une blague, Ruby sur l'ongle, une traduction anglaise. Sarah, je pense que Mathieu, il vient plus de la danse contemporaine. Il a 12 ans de danse en compagnie, donc c'est plus ça son approche. Et c'est pour ça que lui, il parle plus par le biais de la performance. Et donc de l'interprète, peut-être que lui c'est le geste, quoi. Au cœur du drag, c'est le geste dansé, c'est pas toute la psychologie du personnage qui est plus mon truc. Tuna, clairement c'est les arts plastiques, c'est ses influences, il est plasticien, elle est plasticienne. Et Chiara, c'est les queens, les divas R&B, voilà. Mary J. Blige, il y a Beyoncé aussi, voilà, c'est plus les esthétiques américaines, urbaines du R&B. C'est ça un peu nos rêves. Puis moi, voilà, c'est le cinéma et Deleuze, même si j'ai lu 15 pages, mais les 15 pages que j'ai lues de Deleuze me restent. Et vous avez tous des talents multiples, j'ai l'impression que vous êtes aussi à l'aise dans le chant que dans... Alors, est-ce que c'est le fait d'être en drague, effectivement, qui vous permet ça ou... Le drag, ça autorise tout, aussi, c'est quand même le plaisir. Il y a peut-être des artistes drag dans la salle? Non? Très timide, parce que pas en drag ce soir, peut-être. Non, mais il y a aussi une part de blague. Je me rappelle d'une rencontre à Albi où un spectateur me dit « Mais je comprends pas, vous dansez pas si bien, vous chantez pas si bien. Et pourtant les gens sont en folie. » Et je lui disais « Bah oui, vous avez raison. Il y a aussi cette part-là de jeu, de jouer à être de grandes divas ou de grands artistes. Et donc, c'est peut-être là qu'on n'est pas si loin des artistes transformistes qui jouent à refaire les vedettes. Il y a un peu un pacte quand on est en drague, que voilà, on est la reine de la soirée. Et donc, il y a des endroits de maîtrise. Sarah, c'est indéniable, quand elle fait un bond arrière ou un grand écart, c'est une danseuse. Mais il y a aussi une part de latence où on accepte la magie poétique d'un truc pas si bien, mais très charmant. Et moi, j'aime bien. Et dans 3 nuits par semaine, il y avait ça aussi. Si vous voyez un artiste drague en vrai, vous voyez la trace de maquillage et vous voyez là que la perruque est une perruque, mais il y a un plaisir aussi à croire au pacte un peu merveilleux de « je suis en face d'une créature magique qui m'émerveille ». La créature magique, ça prend 3-4 heures, non, pour qu'elle arrive.